Donc oui, on m'a donc demandé de faire cette introduction un peu à la question du mondialisme. Alors je vois qu'il y a beaucoup de jeunes gens, donc on peut commencer par là. La différence entre mondialisme et mondialisation. Bon, quand on est je sais plus si on étudie ça maintenant au collège ou au lycée, dans les cours d'histoire-géographie, mais aussi plus généralement dans les masses médias qui façonnent le discours et l'opinion publique, on présente généralement la mondialisation comme un ensemble de processus socio-économiques rendus possibles et inéluctables par la succession des révolutions technologiques qui ont marqué l'histoire humaine contemporaine. Donc dans cette présentation des choses, la mondialisation serait d'abord essentiellement une mondialisation des échanges économiques et ensuite seulement éventuellement une mondialisation politique. C'est ici une vision de l'histoire qui évacue volontairement les aspects politiques de la mondialisation au profit d'un réductionnisme économiste et sociologique. Une vision volontairement dépolitisée qui neutralise le rôle et les responsabilités des différents acteurs humains dans l'élaboration de l'architecture politique de l'ordre mondial actuel. Dans cette vision, la mondialisation adviendrait par une sorte de fatalité historique. Inexorablement, quasiment par la force physique des choses, l'humanité tendrait à s'unifier. Alors si, comme le notait justement Karl Marx, les hommes font l'histoire mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, il n'en demeure pas moins que la forme que prend l'ordre mondial contemporain dépend aussi, et en premier lieu, des idéologies et des visions du monde qui sous-tendent les prises de décision des acteurs géopolitiques qui le forment. À rebours d'une vision purement évolutionniste et linéaire, le monde ne progresse pas de lui-même vers une intégration politique planétaire. La responsabilité humaine d'acteurs identifiables est ici prépondérante. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment cela. On nous présente constamment les choses comme allant de soi, alors que si on se penche sur ce qui se passe derrière de ces purs phénomènes d'intégration économique ou géopolitique, on peut étudier à l'œuvre des acteurs, le rôle des différents acteurs. Donc pour tenter de comprendre le mondialisme politique, interrogeons déjà la forme actuelle que prend l'ordre mondial politique. Celui-ci est constitué d'un enchevêtrement d'acteurs politiques et géopolitiques dont les niveaux d'intégration et d'interaction varient selon leur capacité d'influence et de puissance. L'ensemble de ces acteurs constitue ce que l'on appelle la gouvernance mondiale ou gouvernance globale dans le langage des institutions internationales. Donc parmi les acteurs qui forment essentiellement cette gouvernance mondiale, on en trouve de plusieurs sortes. On va dire déjà les institutions et instances internationales de type politique, juridique, militaire ou économique, comme l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, la Cour pénale internationale, l'Union européenne, l'OTAN, le Conseil de l'Europe, le G20, l'Union économique eurasiatique, l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain, etc. Ensuite, on trouve les firmes multinationales les plus puissantes, celles dont on parle régulièrement dans les médias, les fameuses GAFAM, Amazon, Google, etc. Ensuite, on trouve aussi les fondations et organisations non gouvernementales influentes, du type de la fondation Bill et Melinda Gates, le Forum économique mondial, qui au départ est une fondation en fait, l'Open Society Foundations de George Soros, auquel j'ai consacré un livre, la fondation Rockefeller par exemple, la fondation Ford, etc. Chacun de ces acteurs qui se présentent comme un acteur privé et à visée philanthropique exerce en fait une influence prépondérante sur les organisations internationales que j'ai précédemment citées, comme l'ONU, ou l'OMS, l'OMC, etc. Et enfin, dans cette gouvernance, on trouve les États, qui sont environ 200 à l'échelle mondiale. Donc les États, issus de la continuité et de la légitimité historique, constitue théoriquement le cadre normatif et même symbolique du système contemporain des relations internationales.
dans l'esprit des populations, hein, si vous parlez même avec un peu tout le monde, les gens continuent de penser que les États incarnent la souveraineté et la légitimité politique. Dans les faits, les États sont absorbés toujours plus par les instances supra- ou para-étatiques et en deviennent toujours plus subsidiaires. Ils perdent leur monopole politique et ils deviennent des sortes d'organes d'une gouvernance qui les dépasse. C'est pour ça qu'on voit les mêmes types de décisions politiques. Cela, par exemple, ce qu'on a pu voir pour le Covid. Comme le Covid-19 est venu le rappeler au peuple, les États apparaissent toujours plus dépendants d'instances de prise de décision qui échappent au regard du grand public, ou que ce dernier peine à discerner. Dans le langage de la gouvernance mondiale et des médias qui en diffusent la propagande, si on veut, s'interroger sur les instances réelles de prise de décision relève du complotisme. Pourtant, dans les faits, l'ensemble de ces institutions non élues, supra- ou para-étatiques, se charge de fixer les grands objectifs stratégiques de cette gouvernance mondiale, objectifs dont on entend parler régulièrement, comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'intégration, on va dire, politique au sein d'institutions supraétatiques, ce que j'appelle l'intégration cosmopolitique, la planification écologique mondiale, la planification sanitaire, exemple la campagne de vaccination mondiale, la décarbonation de l'industrie et de l'économie, donc le passage d'une industrie et une économie basée sur les énergies fossiles à une économie basée sur les nouveaux types de production d'énergie. La décroissance démographique, qui est un des axes stratégiques de certaines fondations, comme la fondation Rockefeller, comme nous le verrons plus tard. L'imposition de l'agenda sur les questions de genre et les questions LGBTI. Ces institutions et leurs bailleurs de fonds privés, type Fondation Bill et Melinda Gates, enfin maintenant Fondation Gates, Fondation Rockefeller, Soros, etc. Toutes ces fondations ont à cœur de développer un terme que l'on entend régulièrement, si vous faites attention un peu au discours de différents responsables politiques, le multilatéralisme inclusif et le juridisme institutionnel afin de réduire toujours plus le champ d'action des États et leur capacité de décision autonome. Il s'agit en fait, pour moi, d'engluer les capacités politiques dans, on va dire, cette espèce de marasme juridique et sociétal afin d'empêcher que des décisions autres que celles venant de la gouvernance mondiale puissent avoir lieu. À mesure que progresse cette érosion et cette absorption des États et des puissances publiques au sein de la gouvernance mondiale, sous la force d'influence des fondations et des acteurs politiques privés, progresse de concert l'influence de ces acteurs au sein du système politique mondial. Donc c'est une dynamique en deux temps, si on veut. Alors, afin de ne pas être accusé justement de complotisme, on peut donner quelques exemples de fondations privées qui influencent la forme de l'ordre politique mondial actuel, qui est en fait l'ordre politique dans lequel nous vivons et qui n'est pas un fantasme. Alors par exemple, l'Open Society que j'ai étudié, l'Open Society qui est un géant de l'influence politique para-étatique, c'est-à-dire en dehors de l'État, ça sert à faire de politique et de l'influence sur des puissances géopolitiques rivales en utilisant les sociétés civiles et en les mobilisant autour des questions de société. Donc l'Open Society Foundation, OSF, est le nom générique de l'ensemble des fondations fondées par George Soros. Il s'agit d'un réseau d'organisations non gouvernementales, ONG, réparties sur tous les continents et dont l'action se déploie dans des thématiques sociales, sociétales ou politiques telles que les migrations, la dépénalisation des stupéfiants, les nouvelles normes sociétales, à nouveau LGBT, théorie du genre, etc., les déstabilisations de régimes politiques jugés autoritaires,
les questions relatives à la liberté de la presse, entre guillemets, il s'agit de parasiter des adversaires politiques, l'écologie politique et tout un tas de domaines de ce genre-là. Aussi, oui, le communautarisme, hein, sur toutes ses formes, donc communautarisme LGBT, mais aussi le communautarisme ethno-racial, puisque, par exemple, tout ce qui est Black Lives Matter est massivement aidé par les fondations de Soros. Les fondations Open Society sont présentes dans plus de 120 pays et comptent officiellement plus de 40 fondations nationales et régionales interconnectées à travers le globe, mais elles sont en fait plus nombreuses, beaucoup plus nombreuses, car chaque branche de l'Open Society entretient elle-même son propre réseau d'associations de terrain et finance de nombreuses autres ONG. En 2020, le budget de l'Open Society a rejoint les 1,2 milliard de dollars. Les dépenses totales de l'Open Society depuis sa création dans les estimée à elle à plus de 16 milliards de dollars pour ses 3 décennies d'activité. Son budget total est en fait de 32 milliards de dollars si l'on compte l'ensemble de la fortune investie par George Soros dans cette Open Society. Alors, bon, je ne vais pas détailler ici, peut-être que ce serait trop long, pourquoi quelqu'un comme Soros, un financier, quelqu'un qui a fait fortune dans la finance internationale, sur les places boursières, pourquoi est-ce qu'il investit à ce point-là dans les domaines de l'influence, ce que j'appelle métapolitique? C'est évidemment pour augmenter sa capacité, sa puissance financière, si on veut, parce qu'il investit dans des domaines qui vont participer à augmenter sa fortune, mais c'est aussi parce qu'il est animé d'un véritable zèle politique à visée cosmopolitique. C'est quelqu'un qui est obsédé par la fin des nations, des frontières, et qui en fait utilise toutes les thématiques que je vous ai citées précédemment pour arriver à un ordre politique post-national qui évidemment profiterait en premier lieu aux financiers qui n'auraient plus en face d'eux les limites que fixent naturellement à leurs activités les États et surtout les identités politiques, religieuses, communautaires. Donc c'est un jeu très pervers où on instrumentalise des identités, par exemple justement l'identité afro-américaine, pour, par exemple, abattre un adversaire politique comme Trump, voilà, en interne. Récemment, j'ai consacré tout un dossier, quasiment un livre, en fait, mais sous forme d'e-book, qui est sur le site Strategica, sur l'influence politique des fondations Soros, par exemple en Asie. Dans l'actualité récente, un exemple concret de l'influence politique des fondations Soros nous est donné par son investissement en Birmanie. Alors, Birmanie, pour nous, c'est loin, mais en fait, c'est un pays stratégique. En fait, un petit peu comme ce qui se passe actuellement en Afghanistan, en tant que débouché chinois sur l'océan Indien, et en fait sur les nouvelles routes, un des axes des nouvelles routes de la soie, et surtout c'est le second producteur mondial d'opium, après l'Afghanistan justement, et aussi de drogue de type méthamphétamine. Parce que ces gens-là, bon, vraiment les fondations Soros, par exemple, sont très actives sur tout ce qui est légalisation de la consommation des stupéfiants au travers des organisations internationales type ONU, etc. Et sur le terrain, très concrètement, il s'agit finalement d'occuper les lieux de production de drogue et d'empêcher qu'ils tombent dans les mains de puissances rivales ou plutôt concurrentes, parce qu'il n'y a pas vraiment de puissance rivale dans ce système international, mais plutôt des concurrents, donc par exemple la Chine. Ce qui se passe en Afghanistan est un petit peu du même ressort. Par exemple, sur ce théâtre d'opération birman, le dernier budget de l'Open Society, publié en 2021, rappelait l'implication des réseaux Soros en Birmanie depuis les années 90. En 2020, ces subventions pour la Birmanie s'élevaient à 4,6 millions de dollars sur les 53 millions investis dans la région qu'elle désigne comme région Asie-Pacifique. Une somme qui est peut-être pas gigantesque par rapport à d'autres investissements de l'Open Society, mais une somme qui est suffisante pour effectuer une influence considérable sur la société civile d'un pays aussi pauvre que la Birmanie. Je ne vais pas vous donner tout le détail, mais une influence qui se déploie dans des secteurs stratégiques de l'État et de la société birmane, dont le site d'Open Society donne les détails. L'éducation, l'influence médiatique, l'économie et l'agriculture, l'énergie, la lutte
contre les campagnes de répression de la culture et de l'usage de stupéfiants. C'est-à-dire que quand l'État birman veut en tout cas freiner la culture de stupéfiants, eh bien, les ONG de l'Open Society interviennent et disent non, au nom des droits de l'homme, vous êtes en train de réprimer des braves paysans qui, dans le traditionnel bocage birman, cultivent l'opium. Donc, évidemment, voilà, donc on utilise les droits de l'homme pour à ces fins-là. Mais depuis le coup d'État de la junte militaire en février dernier, et tous les comptes bancaires de l'Open Society et des associations qui lui sont liées ont été bloqués. Donc maintenant, l'activisme sorosien est un peu embêté sur ce théâtre-là, théâtre qui est stratégique pour, on va dire, l'impérialisme anglo-saxon depuis longtemps, puisque la Birmanie a toujours été importante, même avant ça, pour l'Empire britannique, et même le célèbre George Orwell, qui a écrit 1900, beaucoup de son expérience quand il était policier pour l'Empire en Birmanie. Et c'est la même méthodologie qui va être employée chez nous. Par exemple, quand vous avez la question des migrants, eh bien souvent toutes les associations, j'ai détaillé ça dans mon livre, mais les associations de type No Borders, en fait, sont financées massivement par l'Open Society. Mais encore une fois, pas forcément, mais par le biais d'autres qui vont en fait être des pouponnières qui elles vont envoyer sur le terrain des gens, voilà, les gens qu'on peut voir nous dans les actions pro-migrants, qui eux-mêmes souvent ne sont pas au courant de ces choses-là. Mais imaginez-vous, si certains d'entre vous sont des militants politiques, vous savez combien c'est compliqué. Avec sans moyens et tout, imaginez si derrière vous aviez une machine quasiment, on va dire, comme un État derrière vous qui vous aide et qui vous permet en plus de vous présenter comme des super rebelles et des super dissidents, alors qu'en fait derrière vous avez de l'argent qui coule à flot pour ce genre d'activité. Voilà, mais c'est à ça que sert l'Open Society, entre autres choses. Donc ça, c'est pour, on va dire, au sein de ces institutions. En plus, c'est très pratique parce qu'avec tout ce qui est organisation non gouvernementale, vous pouvez faire de la politique de manière finalement beaucoup plus efficace et avec le vernis en plus humanitaire que ne vous permet pas de faire les outils politiques classiques comme les interventions normales des États. Donc c'est, on va dire, au sein de ces ONG, c'est l'organisation qui est un petit peu plus chargée de ce qui est vraiment politique. Vous avez, par exemple, au niveau de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, qui est cette organisation qui gère les questions sanitaires au niveau planétaire. On l'a pu le voir en ce moment avec le Covid. Alors, certains disent que l'Organisation mondiale de la santé, qui théoriquement est une organisation subventionnée par les États, puisqu'elle est chargée de donner aux États des recommandations de type sanitaire, est en fait plus ou moins privatisée de nos jours. Elle contrôle à peine 20% de son budget. Les 80% restants se composent budgétaires provenant des États membres, mais surtout des fondations privées, dont la quasi-totalité de ces fonds est affectée à des priorités et des programmes déterminés par ces mêmes donateurs. Par exemple, pour le budget de l'OMS, des contributions volontaires de l'OMS de 2018-2019, le premier financier de l'OMS était constitué par les États-Unis, donc un État, mais en deuxième position se trouvait la fondation Gates, avec 530 millions de dollars. Et en troisième position, une autre fondation, l'Alliance Gavi, qui est l'alliance une sorte d'ONG qui se charge de coordonner les campagnes vaccinales au niveau mondial, est financée elle aussi par Bill Gates à hauteur de 19,7%. Donc on a une influence massive de la fondation Gates dans l'OMS, ce qui peut quand même questionner son objectivité sur les questions de type sanitaire et médical. Donc une puissance de
Gates d'exercer une influence unique sur les décisions de l'Agence sanitaire des Nations Unies. Agence qui est chargée d'établir des stratégies et des normes médicales planétaires, comme vient de le démontrer le Covid-19. D'autant que la Fondation Gates est aussi un contributeur majeur d'autres organismes de l'écosystème des Nations Unies, impliqués eux aussi dans les questions sanitaires et médicales à échelle planétaire, comme le Fonds mondial ou la Banque mondiale. Autant d'organismes dont on avouera qu'on n'entend pas spécialement tout le temps parler, si ce n'est vraiment de manière lointaine, dans les médias ou même dans les cours d'éducation civique ou je ne sais pas, enfin, je ne pas souvenir qu'on nous avait vraiment détaillé le fonctionnement de toutes ces choses. La Fondation Gates est actuellement l'acteur non étatique le plus important au monde. Donc l'acteur qui n'est pas un État, le plus important au monde, doté d'une capacité financière de 46,8 milliards de dollars. Bon, c'est des chiffres, ça nous dépasse, mais bon. C'est l'univers dans lequel évoluent ces gens-là. La Fondation Gates dispose de moyens supérieurs au produit intérieur brut de bien des États. Donc une fondation privée qui a des puissances économiques supérieures à celles de nombreux États. Pour 2018, le total des dons de la Fondation s'élevait à 5 milliards de dollars. Donc, comme l'indique son site, la Fondation soutient des bénéficiaires de ces programmes dans 50 États et dans le district de Columbia aux États-Unis. Au niveau international, nous soutenons des travaux dans 138 pays. Donc dans 50 États. Voilà. Et chaque année, la Fondation reçoit aussi un versement d'un autre milliardaire globaliste, Warren Buffett. Pour 2018, la donation de Warren Buffett à la Fondation Gates était de 2,6 milliards de dollars. Warren Buffett, qu'on appelle le milliardaire vert, on l'avait aussi surnommé à l'époque l'oracle d'Obama, c'est encore une personnalité. Parce qu'ils ont tous en commun, donc ça aussi, on va nous parler de complotisme, mais ces gens-là ont toujours en commun les mêmes types d'intérêts et de vision politique des sociétés et vraiment de la politique mondiale, hein, pas juste d'un État. Et donc, on l'a surnommé l'oracle d'Obama sur les questions écologiques et il avait fait en 2006 un don de 37 milliards de dollars à la Fondation Gates. Je ne sais pas si vous imaginez. Warren Buffett, la 9e fortune mondiale aujourd'hui avec 104 milliards de dollars et son ami Bill Gates qui est lui la 4e fortune mondiale avec 140 milliards de dollars. Tous ces gens ont vu leurs actifs décuplés avec la crise du Covid comme tous les gens d'Amazon et tous ces gens-là. Donc progressivement, ces acteurs qui sont au départ censés être privés deviennent des acteurs les plus influents que la politique classique. Voilà, alors en 2006, bon, je vous épargne les détails d'un dernier chiffre, grâce au don de Warren Buffett de 80% de sa fortune de l'époque, parce que ces gens-là, de manière à être défiscalisés, font des dons à ces fondations, et en fait, ça leur permet de continuer leurs affaires sous une autre forme. La Fondation Gates disposait à l'époque d'une capacité de 67 milliards de dollars, ce qui la rendait 2 fois plus riche que le Fonds monétaire international, FMI, et 100 fois plus riche que l'UNESCO, la fondation de l'ONU pour l'éducation et la culture. Voilà, alors les chiffres, je vais arrêter de vous noyer sur tous ces chiffres, mais comme résumé le journal Le Monde, il y a quelques années, si la Fondation Gates, donc c'est pas un organe complotiste, hein, c'est un organe vraiment du système, si la Fondation Gates était un État, selon les données de la Banque mondiale, elle serait le 91e État le plus riche du monde. Donc le journal Le Monde, ayant lui-même par ailleurs perçu, mais ça c'est pas eux qui vont vous le dire, il faut chercher ailleurs, qui a par ailleurs perçu plus de 4 millions de dollars de par la Fondation Gates depuis 2014 dans la catégorie budget du budget de la Fondation qui s'appelle Sensibilisation et analyse de la santé mondiale et du développement. Alors ça c'est intéressant parce que donc vous voyez des organes en France comme Le Monde qui vous parlent constamment avec les fameux, par exemple, les fact-checkers, qui vont se charger d'aller voir dès que une ne vient pas sort, voir si vous dire que non, c'est faux. Eh bien, ces gens-là sont subventionnés massivement par des fondations comme la Fondation Gates pour tenir le discours qui a un lissage sémantique au niveau du discours sanitaire. C'est la même chose au niveau des questions d'immigration ou questions LGBT, ça j'en donne des
détaille dans le livre sur Soros, mais l'influence massive financière sur les médias, alors on pourrait dire pour les corrompre, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas pour les influencer dans le sens d'un lissage sémantique, d'un lissage du discours qui va dans le sens des intérêts de ces milliardaires mondialistes. Donc c'est en usant de cette formidable capacité financière que la Fondation Gates peut exercer une influence directe sur l'Organisation mondiale de la santé et sur les institutions internationales, et les pousser ainsi à suivre ses vues en matière de santé globale, un domaine qui constitue son champ d'activité prioritaire. Je reviendrai en fin d'exposé sur cette question-là. Alors un troisième acteur aussi qui peut montrer l'influence des fondations privées sur la politique mondiale et donc par voie de conséquence sur la politique des États et donc nos vies à nous et la vie de nos familles. La fondation Rockefeller, donc la fondation Rockefeller, le Population Council et la planification familiale mondiale. J'ai publié justement sur le site Strategica tout un dossier sur cette question-là, sur les questions des fondations privées et des politiques de contrôle démographique et aussi des politiques anti-vie, enfin à l'inverse des politiques pro-vie, on va dire. Donc le très influent David Rockefeller, qui est né en 1915, mort en 2017. Alors les Rockefeller, il y en a plein. Donc là, celui-là, c'est David Rockefeller, qui fut aussi à l'origine de la trilatérale, un autre de ces organes, officieux, mais très officiel, qui existe, mais dont on nous parle peu, fut à l'origine de la commission trilatérale avec Henry Kissinger et le célèbre géopoliticien Zbigniew Brzezinski, cela dans les années 70. David Rockefeller fera de la décroissance planification familiale, c'est-à-dire en fait le contrôle des naissances, ses principaux chevaux de bataille. Des thématiques que Rockefeller, comme Bill Gates, lie aux questions écologiques et qu'il appréhende de manière globale dans une perspective cosmopolitique. C'est-à-dire ces gens-là vous parlent constamment d'écologie ou bien du rapport qu'il y a entre une démographie excessive et la pollution, et donc la pollution qui génère le réchauffement climatique, et le réchauffement climatique qui est une catastrophe qui va nous arriver, qui va tous nous tuer, comme en ce moment. Et en fait, à partir de là, il faut donc réduire la population mondiale pour avoir une moindre pollution et donc enrayer ce réchauffement climatique monstrueux. Sauf que c'est toujours dans une perspective et des calculs qui sont projetés à l'échelle mondiale, c'est-à-dire la démographie en Afrique n'est pas la démographie en Europe. On pourrait même dire que la démographie en Europe n'est pas celle qui est en Afrique, déjà en partie du développement de l'Europe, mais aussi précisément à cause de l'intervention de ces groupements-là depuis des décennies. Alors, le clan Rockefeller est en fait très investi, par exemple, dans la croissance démographique depuis longtemps. Tout au long du siècle dernier et jusqu'à notre époque, la célèbre et puissante fondation Rockefeller comptera parmi les plus influents acteurs dans ce domaine de la planification familiale et de la décroissance démographique. Un investissement reconnu et salué par Bill Gates lui-même lors du lancement d'une autre initiative de Gates qui s'appelle le Fonds mondial pour la vaccination infantile. Bill Gates avait déclaré à l'époque « Il semble que dans chaque nouveau virage que nous entreprenons, les Rockefeller y soient déjà, et dans certains cas, ils y sont depuis très très longtemps. » Donc ce Fonds mondial pour la vaccination infantile était une initiative qui visait à engager à l'époque 150 millions de dollars en vaccins et dans le financement sur 5 ans en faveur de 13 pays en développement. Donc essentiellement, je crois, en Afrique. Avec un budget de plus de 4 milliards de dollars, la fondation Rockefeller, en 2017,
Je n'ai pas calculé depuis sa création. La Fondation Rockefeller exerce une influence prépondérante au sein des institutions internationales. Après la Seconde Guerre mondiale, John D. Rockefeller Jr., un autre Rockefeller, lèguera le terrain de 7 hectares qui abrite le siège de l'Organisation des Nations Unies à Manhattan, à New York, depuis 1952. C'est aussi en 1952 que son fils, John D. Rockefeller III, parce que tous ces gens, ils sont très démocrates pour les autres, mais ce sont des lignées quand même, donc, comme Bill Gates, qui en fait, c'est William Gates III, en fait. Donc c'est pas, Bill, c'est plus sympa, mais en fait, ce sont des sortes d'aristocratie qui ne disent pas leur nom. Aussi en 1952 que son fils John D. Rockefeller III lancera la conférence sur les problèmes de population, axée principalement sur l'approvisionnement alimentaire, le développement industriel, l'épuisement des ressources naturelles et l'instabilité politique résultant d'une croissance démographique non maîtrisée. Parce que ça aussi, c'est toujours intéressant. Ces gens-là se servent de ces problèmes-là, qui peuvent être réels, et pour faire de l'ingérence, ce qu'on appelle l'ingérence humanitaire. Au nom de problèmes démographiques, ils vont venir dans des pays expliquer ce que l'on doit faire. À l'époque, donc Kissinger, le célèbre Kissinger, avait lui écrit dans les années 70 tout un programme qui expliquait à l'administration Nixon comment il fallait contrôler la natalité dans les pays qui ont des ressources stratégiques pour les États-Unis. Parce que une nation jeune a tendance à vouloir être indépendante et à garder, sa production de ressources naturelles pour elle-même. Et ça, cela pose problème à ces gens-là, qui sont donc dans une perspective opposée à d'autres formes de souveraineté, de souverainisme. D'ailleurs, David Rockefeller, ouvertement, on me reproche d'être un internationaliste, quelqu'un qui travaille à la fin des États. Si c'est cela qu'on me reproche, j'en suis fier. Oui, je suis pour cela. Alors la citation exacte, justement, elle était dans mon livre. Alors, à la suite de l'initiative de Rockefeller, je reviens sur ça, il va créer un outil important qui s'appelle le Population Council. Alors, le Population Council se veut être à la fois une ONG, un think tank biomédical. Comme l'indique son site, depuis 1952, alors pareil, il y a des organes politiques en tout cas à visée à la fois politique, métapolitique et médicale, qui existent depuis des décennies et dont on entend en tout cas, jamais parlé presque. Depuis 1952, le Population Council est la première organisation internationale à mener des recherches biomédicales, de santé publique et de sciences sociales sur les questions de population. Ça, c'est une citation de leur site. Le Conseil a contribué à la conception de produits de santé, de programmes de prestations de services et de politiques publiques répondant aux besoins des habitants des pays les plus pauvres du monde. En fait, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Le Population Council, il publie une revue, machin. Peu importe. Ce qui est le plus important, c'est le Population Council collabore avec des sociétés pharmaceutiques afin de développer, fabriquer et des produits, des contraceptifs et d'autres produits du même ordre sur le marché mondial. Disposant d'un centre de recherche biomédicale, le Population Council a aussi développé ses propres licences en matière de contraceptifs. Donc là, on a une sorte d'ONG fondée par la fondation Rockefeller et qui est vraiment un organe médical en même temps, de recherche biomédicale. Le site du Population Council détaille la vaste variété de contraceptifs qu'il a ainsi développé en près de 7 décennies d'activité. Il a, donc là je cite pareil ce qui est sur leur site, le Conseil pour la population a développé et licencié certains des contraceptifs réversibles à longue durée d'action les plus utilisés dans le monde. Actuellement, 170 millions de femmes dans le monde utilisent un contraceptif très efficace mis au point par le Population Council ou basé sur notre technologie, notamment le dispositif intra-utérin, Coperti, Mirena, je vous passe tous les noms de ces choses-là médicales qui existent, le système intra-utérin à libération de lévonorgestrel, etc. etc. Parmi ceux-ci, l'implant sous-cutané contraceptif hormonal Norplant a été souvent critiqué, comme par exemple lors de son introduction au Brésil. Donc ces gens-là, en fait, utilisent les questions biomédicales pour contrôler la natalité des pays qu'ils estiment être trop dynamiques en matière de fertilité et de naissance.
c'est ce qu'avait dit Bill Gates quand il avait expliqué lors d'une conférence, en faisant du bon travail autour de la vaccination et de ce qu'ils appellent la santé reproductive. Ce qu'ils appellent santé reproductive, c'est tout ce qui est relatif à la contraception et même l'avortement. En faisant du bon travail sur la santé reproductive, on pourra réduire la natalité et donc réduire la pollution et donc arriver à un objectif carbone zéro à l'échelle 2050. Donc c'est une espèce de raisonnement fou où la variable d'ajustement, c'est la population. Voilà. Et cela, finalement, dans tous les pays, hein, peu importe la taille, la démographie des uns ou des autres. Donc, les moyens et ce lobbying incessant de la fondation Rockefeller porteront des fruits en matière de contrôle des naissances et de planification familiale. En 1967, John D. Rockefeller sera à l'initiative d'une déclaration signée à l'époque par 30 chefs d'État. Donc, ces gens-là, vous voyez, quand on vous parle, oui, vous êtes complotiste, vous allez chercher quelqu'un, voilà, un acteur privé qui arrive à influencer 30 chefs d'État, dont le président américain Lyndon Johnson, pour signer une déclaration qui disait, entre autres choses, le problème démographique doit être reconnu par les gouvernements comme un élément principal de la planification à long terme, et l'objectif de la planification familiale est l'enrichissement de la vie humaine en ce qu'elle libère l'homme pour qu'il puisse atteindre sa dignité individuelle et réaliser son plein potentiel. Parce que, évidemment, pour ces gens-là, quand vous avez des enfants, vous ne vous réalisez pas. Vous vous réalisez quand vous êtes tout seul et que vous pouvez faire toutes sortes d'activités. Voilà. Donc 3 ans plus tard, le président Nixon créera la Commission on Population Growth, commission sur la croissance démographique et l'avenir américain, présidée par ce même John D. Rockefeller III. Voilà, donc président Nixon qu'on nous présente régulièrement comme quelqu'un de très à droite, mais voilà, sur ces questions, il a suivi l'influence de gens très à gauche et très internationalistes. En tout cas. Une large partie des travaux de cette commission fut bien entendu centrée sur la planification familiale et les moyens d'orienter différents États américains vers une légalisation généralisée de la contraception, puis, mais aussi la commission recommandait en outre la stérilisation volontaire comme moyen de contraception, ou en tout cas de frein aux naissances. Et évidemment, la commission militait à l'époque en faveur de la légalisation de l'avortement, considéré et présenté comme un facteur de progrès et d'émancipation féminine, ce que l'on entend tous les jours, 24 heures sur 24, dans tous les médias. Donc même ce discours sur la stérilisation volontaire, maintenant on l'entend régulièrement, même pour les hommes, on vous explique. Et puis après vous entendez même des gens qui vous expliquent non, c'est bien, il faut forniquer librement sans avoir faire d'enfants. Les préconisations de cette commission, avec le soutien des plus hauts niveaux du pouvoir exécutif, auront des répercussions colossales sur la législation et la société américaine à l'époque, et par voie de conséquence sur l'ensemble des nations occidentales. Dans le même esprit, le rapport annuel de 1968, année critique s'il en est, de la Fondation Rockefeller, appelait quant à lui à faire des progrès dans les méthodes immunologiques comme les vaccins, afin de réduire la fertilité. Le Population Council fut donc aussi l'un des financiers des recherches et des travaux du docteur indien, docteur Talwar, en matière de vaccination contraceptive. Donc ça, je renvoie toujours que vous pouvez trouver sur le site Strategica, où j'analyse et je montre tous ces travaux qui sont, en fait, là, c'est officiel, hein, ce docteur Talwar a développé des vaccinations, des vaccins à visée contraceptive. Donc on peut quand même se demander, actuellement, avec ce qui se passe avec la campagne de vaccination actuelle, où on nous explique que c'est les risques de perturbations pour les femmes, surtout les jeunes femmes et les jeunes femmes enceintes, on peut se demander si on n'a pas quelque chose de cet ordre-là, vu que l'obsession permanente et le ping-pong qu'on a entre le discours un jour Covid, un jour réchauffement climatique, pollution, et en fait dans leur discours ces gens-là, population égale pollution. Voilà, donc nous sommes trop nombreux, nous polluons, mais nous, hein, pas eux, puisque bon, la famille Gates, tous ces gens-là ont par contre eux des lignées, des familles et quand même beaucoup d'enfants à l'échelle. Ils ne se contentent pas d'avoir 1 ou 2 enfants. Donc ces gens-là
je considère pour moi qu'ils sont en guerre contre nous, et ils utilisent, comme l'a dit Macron, nous sommes en guerre, oui, c'est pas contre le Covid, c'est contre la population, hein. Et ils utilisent des moyens indirects, parce que s'ils le disaient directement, eh bien, il y aurait des soulèvements encore plus massifs que ce qu'on a maintenant, et ils utilisent ces moyens indirects pour arriver à leur fin. Donc, comme il reste encore un peu de temps, alors je pourrais dire... c'est intéressant parce que tout est lié en fait, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on étudie ces choses-là en profondeur, on voit qu'effectivement les choses sont liées entre elles, et en fait l'accusation de complotisme sert à empêcher une réflexion de fond et une réflexion stratégique, une réflexion politique sur ces gens qui se présentent de manière apolitique. Voilà. Donc il faut les démasquer, alors dire non, vous faites de la politique et vous avez un projet politique, un projet de fin des nations, de réduction de la population mondiale pour justement créer une forme de corps politique mondialisé, et l'appauvrissement des classes moyennes qui vous pose problème. Ce qu'ils sont en train de faire avec les classes moyennes occidentales, c'est ce qu'ils ont fait par ailleurs toujours autrefois dans les pays du tiers-monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est à la même époque, finançait aussi les travaux du Club de Rome, qui avait fait un rapport qui s'appelait Les limites de la croissance, et qui était intéressant, et qui alertait sur la raréfaction des énergies fossiles à l'échelle justement de notre époque. Donc je pense que ces gens-là ont un problème structurel, au-delà de la bulle financière qu'ils ont créée, et qu'ils essayent maintenant, cette bulle financière a éclaté en 2008, et la crise si nous n'avions pas eu le Covid, on aurait eu une crise financière encore beaucoup plus grande, et ils essayent finalement de matelasser cette crise, de l'amortir avec le prétexte sanitaire, c'est-à-dire l'économie mondiale a été freinée à cause du virus, et donc on a une crise économique. Mais on aurait eu l'éclatement de la bulle financière. Mais bon, là, ça rentre sur une question un petit peu complexe, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, ces gens-là anticipent depuis des décennies le fait qu'il va falloir changer de mode de production énergétique du fait de la raréfaction des énergies fossiles. Mais pour eux, c'est pour ça que la Fondation Rockefeller, par exemple, investit massivement. Au départ, la fortune des Rockefeller s'est faite par le pétrole, hein, dans les années, tout au long du XXe siècle. Ils ont anticipé ça, et maintenant ils sont dans les énergies vertes. Donc c'est pour ça qu'ils produisent aussi tout ce discours autour de là. Mais les énergies vertes ne peuvent pas permettre de continuer une économie, une société de consommation comme on l'a connue, on va dire, des années 50 aux années 90 du siècle précédent. Donc il va falloir accepter une forme de décroissance forcée pour les classes moyennes occidentales. C'est ce qu'ils sont en train d'organiser. Et en fait, la variable d'ajustement, puisque ces gens-là continuent à être les fortunes les plus riches du monde, la variable d'ajustement, c'est l'économie et les populations de classe moyenne occidentale. Donc quand ils disent on est trop nombreux, il faut comprendre vous êtes trop nombreux. Voilà. Alors on pourrait, c'est un sujet très vaste, hein. Oui, dernière chose, c'est amusant ce concept de complotisme, puisque un des actes d'accusation du procès de Nuremberg en 1945 face aux dignitaires nazis, c'était l'accusation de complot précisément, c'est-à-dire des gens qui se réunissent dans un but, là justement, d'un but d'impérialisme et de destruction contre d'autres nations. Donc là, à ce moment-là, l'accusation de complotisme, de complot va être utilisée. On avait autrefois aussi la notion de complot contre la sûreté de l'État qui était utilisée contre les ennemis de l'État. Donc le complot est quelque chose qui existe, ce n'est pas une fantasme. Sur l'idéologie mondialiste, j'ai traité dans mon ouvrage et aussi dans divers dossiers des différents courants idéologiques qui viennent nourrir l'idéologie mondialiste. Donc vous avez ce que je vous disais, la mondialisation,
Le mondialisme concret, c'est-à-dire les organes que je vous ai un petit peu expliqués, les organes officiels, les organes officieux, et puis vous avez l'idéologie vraiment des acteurs qui poussent dans ce sens d'une intégration cosmopolitique. Donc, parmi ces courants-là, j'ai particulièrement étudié et insisté sur la notion de société ouverte dont parle constamment George Soros. Alors George Soros et les globalistes désignent régulièrement leurs projets politiques par les termes de société ouverte. Ce terme de société ouverte constitue bien plus qu'un idéal politique. Il s'agit en fait d'une révolution permanente qui vise à transformer l'humanité dans son ensemble et à abolir les États-nations historiques. Voilà. Pour rejoindre cet objectif, les mondialistes usent d'une forme d'ingénierie sociale, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire c'est la transformation de la société par des méthodes qui ne sont pas directement ou immédiatement politiques. Cette méthodologie de transformation de la société, qui vise à une transformation ininterrompue de la société, mais non perceptible immédiatement par les citoyens. C'est pour ça que tout ce qu'on voit, on se demande ce bombardement, dès qu'on va dans une grande ville, enfin là je suis passé par Paris tout à l'heure, on voit toutes ces affiches, toutes ces choses en permanence, LGBT et compagnie, enfin ça ne vient pas de rien, c'est parce qu'il y a une volonté permanente de nous amener à ça et de nous matraquer avec ça. Et effectivement, on n'est plus dans la propagande un petit peu basique des régimes totalitaires qu'on avait au XXe siècle, on est dans une propagande qui joue sur l'idéologie du désir, sur sur ces questions, on va dire, on va vous présenter que on va jouer sur ça, sur ou la défense des minorités, précisément la défense des minorités, et toujours utiliser ce levier des minorités pour casser l'homogénéité de la majorité et pour créer du conflit aussi, et du conflit horizontal entre les différents groupes de personnes pour éviter que ces personnes se coalisent contre, on va dire, de manière horizontale et non pas de manière verticale contre ce système qui est en haut de nous. Cette méthodologie qui vise à une transformation furtive et ininterrompue de la société à l'insu des citoyens est aujourd'hui employée par les réseaux Soros avec une efficacité inédite dans l'histoire contemporaine. Il s'agit d'une conception suprapolitique qui vise à dissoudre la politique et les prérogatives des États-nations au sein d'un super-État mondial qui viendrait encadrer et piloter la vie de l'humanité tout entière. Si vous avez un super-État mondial, forcément, il faut réduire aussi la taille de la population pour dominer les citoyens de cet État. Si vous voulez aussi une projection de leur projet, vous pouvez lire, peut-être vous l'avez déjà lu, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et là, vous avez le projet le projet réalisé en fait de leur société. Je ne sais pas, pour moi, je ne pense pas que ça peut arriver jusque-là, je pense que ça s'effondrerait avant. Mais dans leur idée, ils suivent cet agenda-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand par exemple, même au lycée, des fois, on nous fait lire Le meilleur des mondes, mais on nous prend ça comme de la science-fiction. Mais c'est vraiment de l'anticipation. C'est-à-dire que le Aldous Huxley, c'est dans une famille de gens dont son frère, Julian Huxley, était un mondialiste influent et c'était le premier président, justement, de l'agence culturelle de l'ONU, l'UNESCO. Et lui, il était vraiment dans cette idée de transhumanisme et de transformation, même génétique de la société et de création d'une sorte d'homme nouveau par l'ingénierie sociale et aussi par les sciences et la technologie, les sciences génétiques, sur la génétique humaine. Et ces gens-là, quand on lit les textes de Julian Huxley, c'est assez clair, puisque là on est dans une assemblée chrétienne, on peut vraiment comprendre ces gens-là sont opposés à toute forme de créationnisme au sens d'un créateur et de la création. Ces gens-là sont vraiment dans une idée évolutionniste qu'on retrouve dans les différents courants et finalement dans tous les courants du totalitarisme ont un petit peu cette genèse-là. Vous avez toujours l'idée que cela vient même celui qui l'a le mieux expliqué, c'est Hegel. Finalement, le Dieu se crée lui-même au travers de l'évolution historique. Donc en fait, il n'y a pas une divinité première qui incarne l'être
et qui, de par son être, créerait un monde qui est autonome. Non, il y a une sorte de fusion entre un esprit du monde, finalement, que peuvent comprendre l'élite de ces philosophes éclairés, et puis la création qui est en évolution permanente. C'est aussi la théorie de l'évolution. Ce sont des gens qui sont évolutionnistes. Il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de... Les choses se créent par elles-mêmes et par cette espèce d'impulsion. Et en fait, finalement, le but de la création, c'est d'engendrer un type humain, une élite de l'humanité. Dans le meilleur des mondes, c'est comme ça. C'est une humanité qui est en caste, mais en caste, basée sur la génétique, et non pas sur les valeurs. C'est pas le système tripartite traditionnel qu'on a connu en Europe. C'est une caste sur la génétique, et vous avez les alphas, voilà, ça va d'alpha à epsilon, et donc chaque catégorie a ses prérogatives, et en fait, dans cette société-là, il reste des résidus de normalité, des gens qui vivent dans des réserves, qui sont un peu comme les Indiens d'Amérique, et qui continuent à vivre de manière traditionnelle. Et on se voit dans le livre Le meilleur des mondes, une de ces personnes qui est issue du monde de ces réserves, qui va dans la ville universelle, la ville cosmopolite, puisque cosmopolitisme, ça veut dire ça, c'est une police à l'échelle du cosmos, donc c'est une seule ville, un seul monde qui fait une seule cité. Eh bien, on voit cette personne qui va dans cette cité, qui découvre cette cité et qui n'arrive pas à s'y intégrer. Et leur but, c'est d'arriver à cette société unique, à cette cosmopolis, qui serait entièrement régie par le rationalisme technologique. Et en fait, c'est le forme de totalitarisme ultime, le plus abouti de l'histoire. C'est un processus, voilà, je vais peut-être conclure sur ça, mais qui a connu plusieurs phases. Vous avez peut-être étudié ça, ceux qui sont à l'université ou au lycée, je ne sais pas, mais un processus qui a vu succès différentes idéologies. D'abord la Réforme, puis les Lumières, le saint-simonisme, le socialisme utopique, puis le marxisme théorique, enfin le communisme des origines, le bolchevisme, puis le marxisme culturel, le freudo-marxisme qu'on a appelé après 1945, qui va aboutir à mai 68 et à la révolution de mai 68. Dans la période dans laquelle nous vivons, nous entrons dans une nouvelle phase, qui est la phase de biopolitique, qui a directement maintenant... On n'agit même plus sur l'idéologie, on agit maintenant directement sur le prétexte de la santé humaine pour vous imposer des décisions politiques, mais qui sont dissimulées au nom de la santé et du bien-être. Quel meilleur camouflage que celui-là, et quel camouflage le plus pervers. Vision où l'individu n'est plus qu'un corps et un amas de chair sans âme, en sursis, pour des instances dirigeantes. Chaque vague de ce mouvement de sécularisation dont je vous ai parlé, étant plus radical et plus profond que la précédente, voilà. Donc la société ouverte synthétise toutes ces phases précédentes et arrive actuellement à une forme d'apogée, si on veut, avec ce qui se passe actuellement. Donc on pourrait peut-être conclure là-dessus. Voilà, après je pourrais développer assez loin. Dans mon livre, à la fin, je montre les différentes influences aussi. Ce qui est intéressant, c'est même quelqu'un comme Soros, qu'on peut penser comme un athée, comme ça, il explique, il dit ouvertement, depuis mon enfance, j'ai toujours eu des fantasmes messianiques. Et si je n'avais pas réalisé ce que j'ai réalisé, je serais peut-être devenu fou. C'est-à-dire qu'on a une personne qui vous explique que quand il était enfant, il avait donc des fantasmes messianiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tout le monde connaît ça dans son enfance? Je ne pense pas. Cela ne vient pas de rien, cela vient d'un substrat qui est une forme de millénarisme sécularisé, qui a pris une forme qui n'est plus religieuse et qui est propre à ces personnes-là. Donc voilà, oui, donc le mouton, c'est le bon cri de conclusion, puisque c'est ce à quoi ils veulent nous réduire, un cheptel mondial. Voilà.
Merci Pierre-Antoine Plaquevent. On va procéder à une petite séance de questions. Bonjour monsieur, et merci beaucoup pour votre conférence qui était dense mais très intéressante. Merci à vous. C'est dans un des derniers numéros de Valeurs Actuelles, il y a une enquête qui a été publiée sur le financement des organisations internationales par ces mêmes fondations dont vous avez parlé, grâce à un mécanisme des enquêtes sur la protection des droits de l'homme dans les États. Oui. Et en fait, ils financent les enquêteurs. Oui, c'est ça. Pour qu'ils ouais. rendent des enquêtes. Donc du coup, je voulais savoir ce que vous en pensez. Oui, je connais les personnes qui ont fait, l'organisme qui a fait ces enquêtes-là. Ils avaient précédemment fait une enquête sur, je crois, c'était la Cour européenne des droits de l'homme, si je me trompe, ou je sais plus. Oui, et en fait, oui, voilà, et ils ont montré effectivement l'influence qu'exercent les réseaux Soros au niveau financier sur des personnes qui sont en charge des politiques à l'échelle européenne et internationale. Oui. Et ça, c'est une réalité. Mais tout ça, ce sont des réalités que, effectivement, si ces gens-là n'enquêtent pas, on ne le sait pas, en fait. Voilà. Merci, monsieur. Oui, une chose, c'est par exemple, oui, c'était sur le Conseil de l'Europe aussi. Donc, par exemple, on a le Conseil de l'Europe, qui est un organe qui s'occupe de la politique au niveau des droits de l'homme sur 47 États à l'échelle eurasiatique. Eh bien, la Fondation Soros joue un rôle prépondérant dans l'influence des juges qui travaillent dans ces organismes. Bon, quand vous parlez aux gens, qui connaît le Conseil de l'Europe parmi les gens, voilà, c'est vraiment problématique. Il y a un besoin, je pense vraiment, d'éducation civique sur ces choses-là. Moi-même, si j'avais pas enquêté là-dessus, si je m'étais pas intéressé, je ne serais pas tombé là-dessus. Et je pense que vraiment, en plus, ils occupent, on va dire, on nous occupe en permanence avec les médias sur des débats finalement périphériques. Le cœur, pour nous, chrétiens et militants politiques, le cœur du problème, c'est ça. C'est le globalisme, c'est le mondialisme. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. J'avais simplement une question. Peut-être est-ce une contradiction de vos propos ou peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer. C'est juste que vous nous décrivez ces personnes, donc notamment Soros, comme des personnes qui veulent faire baisser la population, principalement dans un but écologiste. C'est le prétexte. C'est le prétexte. Mais comment est-ce que ça peut être compatible avec l'importation de migrants qui viennent de pays qui ont un impact carbone assez faible, c'est-à-dire que l'Afghan moyen qu'on va importer après la crise va probablement polluer un peu plus en Allemagne ou en France que là-bas. Et comment est-ce que ils peuvent justifier en polluer, il faut contrôler la population, mais en même temps, venez chez nous, polluer plus. Eh bien, il ne le justifie pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il vous matraque un message, et effectivement, il ne vous explique pas que les pays qui ont la plus forte démographie, notamment en Afrique, sont les pays qui produisent le moins de carbone, puisqu'en fait, ils sont moins développés, ils ont moins d'industrie et tout. Donc, en fait, c'est un discours qui vise effectivement à faire baisser la population, en tout cas la natalité chez nous, et faire venir ces gens-là, il faut que si on fait baisser la natalité, on aura une main d'œuvre moindre, et il faut quand même faire tourner le système. Et bien, il faut faire venir ces esclaves en fait, qui seront beaucoup plus faciles à manipuler, qui accepteront n'importe quel emploi, qui accepteront de vous contrôler le pass sanitaire comme en ce moment devant les TGV. Voilà. Enfin, donc il faut et ça, c'est réellement une méthodologie. Dans mon livre, je parle de l'influence qu'a eu un professeur qui s'appelle Bateson sur Soros. Bateson, c'est un anthropologue qui a travaillé aussi avec l'ancêtre de la CIA à l'époque sur ce qu'il appelait la schismogénèse. En fait, il a étudié comment les groupes humains se scindent et se divisent et ensuite s'opposent les uns aux autres. Bon, pour moi, c'est cette méthodologie de la schismogénèse, c'est comment même on crée des schismes dans les populations pour les diviser et les tenir. Et je pense que l'afflux massif de migrants a cette fonction-là. Il a à la fois la fonction de créer des esclaves et une main-d'œuvre corvéable à merci, mais aussi de créer des problématiques qui vont nous freiner. Et on le voit bien politiquement, ça fait des années que, on va dire, les patriotes, les nationalistes, les nationaux sont confrontés à cette question migratoire. Et finalement, c'est comme un écran face à ce qu'il y a derrière et à ce qui génère ça, en fait. Et on se trouve confronté à ça.
Et à la fin, oui, cette méthodologie employée dans plein de pays, c'est comme ça qu'ils ont. Mais même ce qui se passe en Afghanistan, les talibans ne sont pas apparus comme des champignons après la pluie. Enfin, depuis, ils sont appuyés massivement par l'Occident depuis des décennies. Maintenant, ils sont aussi utilisés par la Russie, par la Chine. Alors là, c'est encore un autre sujet qui est passionnant. C'est ce que Carl Schmitt appelait la guerre par partisans interposés. Donc, dans un système mondialisé, finalement, on ne peut plus faire la guerre directement. Donc, on va utiliser ces supplétifs. Et nous-mêmes, on doit être attentif à ça, parce que si notre pays continue de plonger dans une instabilité économique croissante et dans cette espèce de guerre civile larvée, il n'est pas sûr que demain, il n'y ait pas des gens bien intentionnés qui arrivent avec même des valises de billets comme en Ukraine et nous disent « Ah ben c'est très bien, vas-y, va contre eux, on a besoin de toi à ce moment-là ». Et comme ça, d'un côté, ils nous neutralisent et en même temps, ils nous utilisent. Voilà, donc c'est quelque chose qui est utilisé partout dans le monde. Bonjour monsieur, d'abord merci pour votre conférence qui fut fort intéressante. Merci. J'ai une question à vous poser à propos du moment où vous aviez dit que ces gens sont héritiers du marxisme et notamment de mai 68 et des idées communistes en général. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, étant donné que effectivement ils envoient des millions de migrants en France et partout en Europe qui vont ensuite servir le capital, c'est-à-dire Uber Eats, travailler dans des fast-food pour que dalle. Donc oui, effectivement, c'est des esclaves. Je pense justement que ce sont des libéraux, mais qui n'obéissent pas aux propres choses qu'ils disent. En fait, quand ils disent devenez homosexuels, ils ne sont pas homosexuels. Ces gens sont des conservateurs, je pense. Et je pense justement qu'ils héritent bien plus des idées de droite que des idées de gauche, tout en disant, comme Jacques Attali, en étant un juif libéral, mais en étant en même temps conservateur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que vous avez bien défini ça, c'est-à-dire ils sont conservateurs pour eux-mêmes, pour leurs intérêts, pour leur lignée, mais ils sont communistes pour les autres. C'est ça, alors ils sont libéraux pour eux-mêmes, ils vont tout libéraliser, faire en sorte de pouvoir effectivement avoir le maximum de marge de manœuvre pour exercer leur influence économique, mais pour nous, et si on regarde bien dans l'histoire, c'est toujours la dialectique a toujours été celle-là, hein. Capitalisme d'un côté, socialisme de l'autre, et tout ce qui essaye de créer une troisième voie entre ces deux extrêmes est chaque fois écrasé entre les deux. C'est pour ça que nous sommes pris toujours entre le feu d'un côté de cette finance mondialisée et de l'autre sur le terrain. Dès qu'on va essayer d'émerger, on aura les antifas, les gens comme ça, qui eux pensent être en opposition à ce système, mais en fait sont nourris par ces gens-là. Donc c'est une espèce de dialectique, hein, presque de yin et de yang, comme ça, qui s'enchaîne. Et si on essaie de creuser quelque chose d'autre entre ces deux voies, on est broyé en fait. Hein. Mais c'est la seule possibilité qu'il y a, c'est de créer quelque chose d'intermédiaire. Et je comprends ce que vous voulez dire. Mais quand je dis qu'ils sont héritiers du marxisme, ils sont aussi plus précisément héritiers de ce que les Américains appelaient le marxisme culturel. C'est-à-dire vraiment, ils ont gardé, finalement, ils se sont rendus compte que le marxisme historique avait accouché par exemple en Russie, du stalinisme, et ça leur a posé problème. C'est pour ça que, par exemple, beaucoup des premiers des gens qui ont créé ce qu'on appelait l'école de Francfort, donc tous des intellectuels juifs communistes, qui étaient vraiment très à gauche, quand la révolution bolchevique a pris forme en URSS, au bout d'un moment, avec l'arrivée du stalinisme, ils se sont dit là, ça prend une forme qui n'est plus ce qu'on voulait, puisqu'ils voulaient l'internationalisme pur. Staline avait décrété le socialisme dans un seul pays, puisque finalement, en fait, chaque fois l'utopie, si on regarde bien, hein, à toutes les époques, l'utopie a ce projet utopie, un utopos, quelque chose qui est en dehors du lieu, à quelque chose d'internationaliste, quelque chose qui serait un dépassement de toutes les catégories naturelles, hein, de l'ordre naturel, et en fait ça échoue, puisque ça ne peut qu'échouer. Mais à chaque fois, on doit gérer, et c'est ce que je crains pour l'époque actuelle. Je pense pas que encore que là, maintenant, par la technologie, ils arrivent loin quand même. Hein, mais je pense qu'à chaque fois, leur système bute sur la réalité, et ils doivent recommencer. Et ça prend une nouvelle forme. Voilà. Mais le fond idéologique, c'est toujours celui-là, et c'est toujours celui d'un. Déjà, il y a une racine qui est primordiale. Hein, c'est ce qu'on appelle le nihilisme, mais pas au sens de ce qu'ils disait Nietzsche, vraiment le nihilisme au sens chrétien, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas qu'il y a une vérité surnaturelle et donc un ordre naturel qui en découle. À partir de là, on pourrait dire, comme disaient les gnostiques, rien n'est réel, tout est permis. Voilà, c'est ça leur devise. Dernière question. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention.
Moi, je voulais vous poser la question de savoir pourquoi, enfin en tout cas, comment est-ce que vous expliqueriez le fait qu'il n'y ait pas une plus grande pluralité idéologique dans toutes ces fondations philanthropiques qui arrosent la métapolitique de milliards d'euros. Voilà. Bah parce que, comment dire. Après, il y a des différences d'intérêt déjà. On le voit par exemple sur la question de la Chine. Quelqu'un comme Soros est opposé à la montée, à une trop grande place de la Chine dans le système international. Un autre, un Klaus Schwab, le célèbre patron du Forum économique mondial, lui est très pro-chinois. Alors que le fils de George Soros est lui-même un young leader promotion young leader du Forum économique mondial de Klaus Schwab. Donc au sein même il peut y avoir des différences de vision et de la forme que doit prendre cet ordre mondial au niveau de leurs intérêts. Mais au niveau de l'idéologie, oui, ils ont la même idéologie parce qu'ils ont ils vont dans le même sens en fait. Et effectivement, il y a une matrice commune. Après, il y a certains qui sont plus idéologiques que d'autres ou qui ont plus des par exemple un Soros, c'est vraiment essayer d'être philosophe, se pense vraiment à quelqu'un qui a une philosophie politique. D'autres vont être plus dans l'extension de leurs intérêts. Mais il faut voir que même un Bill Gates, il raconte que au sein de sa famille, déjà ses parents, je crois que son père est mort cette année ou l'an dernier, ses parents étaient très actifs dans les mouvements, dans le planning familial dans les années 1920 ou je sais plus. Et en fait, même dans tout ce qui est eugénisme et tout. Et en fait, ça leur vient aussi par héritage familial en fait. Donc ce sont des lignées qui ont une vision un peu commune, mais qui en fait, effectivement, là on pourrait dire en termes marxistes, ils ont l'idéologie de leur classe en fait. C'est ce qui convient pour affaiblir les défenses immunitaires idéologiques des autres et finalement créer une hyperclasse mondiale. Après, quand on creuse vraiment, c'est un peu... Enfin, comment dire, par rapport à la philosophie politique conservatrice, enfin voilà, si vous lisez un Joseph de Maistre ou rien comme ça, enfin c'est ridicule les écrits d'un Soros ou de gens comme ça. Mais ça leur sert. Mais par contre, ils développent des armes conceptuelles qui leur permettent en fait d'abattre ce qui en fait ces gens-là, ces mondialistes ne sont pas bons à construire. Ils sont bons à détruire et à créer un ordre qui est l'inverse de l'ordre naturel, qui n'est basé que sur l'argent d'un côté et finalement l'esclavage de l'autre, mais l'esclavage présenté comme une libération finalement et comme une libération d'un ordre ancien. C'est pour ça qu'ils sont toujours obligés d'accuser même des choses, même la religion, les choses comme ça, qui n'ont plus d'influence ou beaucoup moins sur la société actuelle, parce qu'il leur faut quelque chose sur quoi s'appuyer. Et moi je pense qu'à la fin, ce qui peut être intéressant, c'est que finalement, comme la termite qui ronge au bout d'un moment la maison finira par s'écrouler. Et malheureusement on est dessous, mais de cela on pourra construire, parce que le réel étant ce qu'il est, un ordre basé sur ce qui est l'ordre naturel et spirituel. Voilà. Merci beaucoup.